Parciat, on va parler de l'Argentine là. Parce que là, on a une inflation là-bas qui est en train de consumer le pays et qui est en train de détruire l'Argentine. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je précise qu'ici, on parle de crypto-monnaie principalement et de macroéconomie, de géopolitique, de tout ce qui touche à la finance. On vulgarise tout ça ici. Et cette fois, on va parler de l'Argentine. La Banque centrale d'Argentine qui relève son taux à 81%, alors que l'inflation bondit. Donc là, c'est vraiment de pire en pire là-bas. C'est une catastrophe. Hein. Ils continuent d'augmenter leur taux, mais malgré qu'ils relèvent leur taux, donc pour faire baisser l'inflation là-bas continue d'exploser. Donc on va voir ça ensemble. Donc là, vous avez l'image de la Banque centrale d'Argentine. Ouais. Et donc, on va voir un peu plus précisément les problèmes là-bas. Donc la Banque centrale argentine a augmenté son taux d'intérêt de référence de 300 points de base jeudi. Ça me fait rire, mais c'est pas marrant. Mais c'est quand on compare en fait par rapport aux Américains là, où ils sont là en train d'augmenter les taux de 75 points de base, voire 25 pour pas choquer les marchés. Et quand on voit 300 points de base, c'est vraiment que la situation est vraiment critique. Hein. Donc 300 points de base jeudi, après la montée en flèche de l'inflation annuelle en mars et la chute des réserves de change. Donc, le taux directeur du LELIQ est passé à 81%. L'un des taux de politique monétaire les plus élevés au monde. Donc franchement, pour augmenter les taux à 81%, bah, je ne sais même pas si on peut comparer ça aux Américains. Les Américains ont augmenté les taux à 5%. Et déjà, 5, c'est déjà assez. En fait, les marchés sont sur un fil aux États-Unis parce que les taux sont déjà 5%. Et en Argentine, c'est 81%. Donc, c'est proche de 100%. Mais malgré ça, l'inflation continue d'augmenter là-bas. C'est incompréhensible. On se demande comment ça se fait. L'Argentine a également affiché un déficit commercial de 1,1 milliard de dollars en mars. Le plus important en près de 5 ans. Bien. Déficit commercial record en plus. Donc ça se passe très mal hein, dans le commerce pour eux. Les exportations agricoles ont chuté de 34%. Donc voilà. En fait, tout se passe mal là-bas. Même ce qu'ils exportent, ça chute. Par rapport à il y a un an, selon les données gouvernementales. La bourse des céréales de Buenos Aires a réduit jeudi son estimation de la production de soja à 22,5 millions de tonnes. Bon là, on rentre dans les précisions, on ne va pas aller jusque-là. Et voilà, et regardez, l'inflation en Argentine accélère plus que prévu à 104%. Mais c'est une catastrophe. Et ça, pourquoi je vous parle de tout ça, c'est qu'en fait, à force comment dire, d'imprimer de l'argent comme ça et voilà, d'avoir un système financier là, comme ça basé sur le Ponzi, ce genre de phénomène, croyez-moi, il pourra arriver plus tard en Europe, en Occident, aux États-Unis. Voilà. Eux, ils sont sur le chemin, on va dire. En Europe, on est sur le chemin. On est très loin. Là, c'est vraiment... en Argentine, c'est vraiment très très loin. Mais on est sur ce chemin-là. Et là, vous voyez que le pays, là, l'Argentine, est en train de crouler sous l'inflation, là. Est en train de vraiment... C'est l'hécatombe. Et eux, ils ont plus que jamais besoin du Bitcoin, justement. Donc les marchés argentins ont été durement touchés ces derniers jours. Après que l'inflation a augmenté plus que prévu à 104% en mars. Et que l'incertitude a tourbillonné la refonte par le pays de son programme de 44 milliards de dollars avec les fonds monétaires internationaux. Vous voyez, ça a débloqué des fonds exceptionnels. Hein. 44 milliards pour soutenir, mais rien n'y fait. L'inflation, c'est 104%. Hein. Quand on parle d'une inflation en Occident, là, quand en Occident, en Europe et aux États-Unis, on touche les 10%, c'est déjà une catastrophe. En Argentine, ils ne sont pas à 10, ni à 20, ni à 30. Ils sont à 104% d'inflation. Donc vous voyez juste l'écart. En fait, ils sont au total hein, de l'inflation. On ne peut pas faire plus, hein, je pense. Hein. On a dépassé les 100%. Donc c'est incroyable.
En plus de cela, les réserves internationales ont chuté cette semaine à un niveau record pour l'année. Donc même après que le Fonds monétaire international a déboursé un prêt de 5,4 milliards de dollars à la fin du mois dernier. Donc malgré les aides, hein, le Fonds monétaire international qui débloque des milliards pour soutenir, pour aider l'Argentine, malgré tout ça, c'est la débandade. Donc là, c'est une catastrophe. L'Argentine est maintenant dans une course contre la montre pour éviter une nouvelle crise monétaire, alors que les investisseurs locaux tentent de dollariser les actifs de peur que le gouvernement ne soit contraint de dévaluer sa monnaie avant les élections présidentielles d'octobre. C'est une catastrophe. Une belle catastrophe pour ça. Je ne sais pas comment ils vont faire pour s'en sortir. On va revenir. Donc voilà, ici, urgent. La Banque centrale d'Argentine vient de suspendre ses opérations pour aujourd'hui et lundi. Donc aujourd'hui, on parle de aujourd'hui dimanche. Et on est dimanche. Là, on est même lundi, en tout cas, heure française, à l'heure où j'enregistre la vidéo. Là, il est minuit passé. Hein. Donc là, il est 1h55 du matin. Oui, il est quasiment 2h du matin. Et je suis en train d'enregistrer la vidéo. Donc voilà, je trouvais ce fait intéressant. Donc en pleine nuit, j'enregistre et peut-être que vous la retrouverez demain. Peut-être qu'elle sera postée demain matin, je sais pas. Soit dans la nuit ou soit demain matin. Mais en tout cas, voilà, ils suspendent toute opération. La Banque centrale d'Argentine suspend vraiment toute opération. Les paiements étrangers ont été suspendus. Hein. Donc voilà, le pays là, il bloque tout. Il bloque tout parce que là, on sent la catastrophe. Il n'y a plus de dollars, semble-t-il. Donc le dollar qui était largement utilisé en Argentine, apparemment, il n'y en a même plus en réserve. Donc là, catastrophe. Vraiment catastrophe. Donc voilà, c'est sur la chaîne, hein, une des chaînes publiques là-bas. La medida del central que paralizó el mercado de cambios. Bon, ok. On va surtout descendre ici pour voir ça. Donc, il semble que la CB puisait déjà dans les dépôts des clients. Donc CB peut-être Central Bank, puisait déjà dans les dépôts des clients en USD dans les banques locales. C'était le mois dernier et ça n'a fait qu'empirer depuis. Donc voilà la catastrophe. Hein. Ils étaient déjà en train de puiser dans les réserves en fait des particuliers. Ouais. Les réserves liquides de la Banque centrale d'Argentine sont de moins 5,13 milliards en USD, négatif. Donc en fait, les réserves sont... En fait, ils sont en négatif de moins 5 milliards. En perte. Leurs réserves. Hein. Donc ce qu'ils sont censés détenir, au lieu d'en détenir, comment dire, ils doivent plutôt 5,13 milliards. Donc les réserves sont en négatif. C'est-à-dire que c'est pas qu'on en a en plus, c'est qu'on en a en moins surtout. On en a en moins et ils sont déficitaires de 5,13 milliards. Cela signifie qu'une partie des dépôts bancaires en USD des consommateurs a déjà été utilisée. Donc vous voyez, quand ils ont plus d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont piocher dans les comptes des particuliers argentins. Donc dans les comptes courants des personnes. Et ça, c'est là-bas. Vous dites, oh, bon, on est loin de tout ça, nous. Attention, ça peut arriver très vite ici. Et c'est pour ça qu'il y a eu des bank runs là, au niveau des banques aux États-Unis et en Europe. Crédit Suisse en Europe, Silicon Valley, Silvergate Bank, Signature Bank aux États-Unis. Bah, c'est que, en fait, ces banques-là ont fait faillite à cause d'un bank run. Que les gens couraient aux banques pour retirer leur argent. Vous voyez? Parce que d'une part, ils sentaient la patate au niveau des banques là, qui étaient sur un fil, qui n'était pas... Voilà. Ils ont senti que ça pouvait être une hécatombe pour leurs banques. Mais aussi parce qu'à force d'augmenter les taux d'intérêt, les taux directeurs là, bah, ça fait augmenter les taux obligataires. Et quand les taux obligataires montent, les bons du trésor diminuent et sont bon marché. Et les Américains veulent acheter des bons du trésor bon marché. Et donc voilà, tout ce mécanisme là, ça fait qu'ils voulaient retirer en masse leur argent, soit pour les placer sur les bons du trésor, ou soit pour se protéger contre les faillites bancaires. Donc déjà, nous, en Occident, là, on en est à ce point. Mais on n'est pas encore à en être là, à ce que les banques, même les petites banques locales, viennent se servir dans nos comptes pour retirer tout notre argent et voilà, et essayer de se défendre avec ça. Mais attention, hein, le modèle argentin, c'est un modèle qui peut rapidement arriver. Donc, il va falloir faire attention à ça. Et donc, voilà, hein, ils piochaient dans les consommateurs.
des consommateurs a déjà été utilisé et le seul moyen de l'inverser est de vendre la quasi-totalité de la position en or de la BCRA. Ça va être une course difficile cette année. Donc apparemment, pour inverser tout ça, il va falloir qu'ils vendent tout leur or. Que l'Argentine se débarrasse de tout l'or qu'ils ont pour inverser ou en fait peut-être rembourser ce qui était dans le compte des consommateurs. Je sais pas trop, mais en tout cas, là on voit la réserve de la BCRA. Donc je crois que c'est la banque centrale de l'Argentine. Hein. Banque centrale réserve Argentine, je dirais ça. En tout cas pour BCRA, je sais même pas si c'est ça. Mais en tout cas, voilà, vous voyez qu'il y a des obligations, vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Mais en tout cas, il faudrait qu'ils vendent apparemment tout l'or. Bon, en tout cas, c'est une catastrophe. Tout ce que je sais, c'est que c'est une catastrophe. Est-ce que, voilà. Ici, on a l'ex-président. Aujourd'hui, l'ex-président Macri l'a également mentionné dans un interview. Donc apparemment, même l'ex-président déclare qu'il va falloir vendre tout l'or. Donc l'Argentine va considérablement s'enfoncer et s'appauvrir. Donc là, il rentre dans l'enfer de ce que je dirais l'enfer de l'inflation là. C'est une catastrophe. Hein. Vraiment. Waouh. Et moi, ce que je recommanderais pour l'Argentine, c'est notre fameux Bitcoin. Et regardez, on va mettre en superposition le Bitcoin face aux autres devises qui sont dans le mal. Et regardez, si on prend, on va commencer par Bitcoin face au Liban. Parce que vous savez qu'au Liban, c'est une catastrophe. Donc là, vous avez tous les pays. Hein. Là, on compare par rapport à tous les pays en crise, un peu là, où l'inflation a fini par imploser ou exploser et qui fait crouler ces pays-là, qui rend ces pays totalement en faillite, tout ça. Donc, avant l'Argentine, on avait déjà le Liban et la Turquie où ça a explosé, et même le Pakistan. Et donc, regardez le prix du Bitcoin face aux devises de ces pays. Donc déjà, regardez ça, c'est le Bitcoin par rapport à la devise libanaise, donc au pound libanais. Regardez l'explosion du Bitcoin. Ça, c'est après en 2022. Hein. Regardez, 2022. Et regardez, ensuite, après 2022, ici, là, bim, explosion d'un coup pour le Bitcoin. Vous voyez? Donc le Bitcoin a explosé face à la devise libanaise. Vous voyez? Regardez maintenant le Bitcoin face au pesos argentin, au peso argentin. Donc voilà, petit à petit, depuis 2020, c'est monté. Voilà, descente, ensuite remontée, ensuite forte chute. Et là, explosion à la hausse. Et là, à mon avis, là, on est en 2023. Hein. Vous voyez là, sur l'image de l'Argentine, il y a marqué 2023. C'est assez flou, hein. Je sais que vous ne le voyez pas à l'écran. Vous voyez? Mais c'est bien en 2023. Hein. Vous voyez? Donc... Voilà, hein. Après 2023, enfin, en tout cas, depuis le début de l'année 2023, ça avait chuté. Là, ça explose à nouveau, là. Vous voyez? Et donc, maintenant, je pense que ça va aller toujours plus haut. Hein. Donc, là, regardez, vous avez même... là, on va mettre par rapport à la lira turque. Pareil, hein. C'est la même courbe que l'Argentine, là. Là, ça monte, ça descend. Et là, c'est en train de remonter. Et là, la même chose... par rapport au rupee pakistanais. Donc si vous voyez, pakistanais, c'est comme argentin. Regardez, je vous enlève. Hormis au Liban, où le Bitcoin a explosé d'un coup là, tout en haut à gauche. Pour les trois là, pour le pesos argentin, pour la rupee pakistanais et pour le lira turc, les trois ont les mêmes cours. Et toutes les devises, en gros, du monde, hein, de toute façon, dans le monde, vont finir par se déprécier, crouler sous l'inflation là, et le Bitcoin, lui, va continuer à exploser par rapport à ces devises. Donc le Bitcoin est l'alternative face à tout ce système financier, et face à tout le système, face à toutes les devises. Les devises ne sont pas bonnes, c'est un système de Ponzi. Et là, on voit que ces 4 pays-là sont confrontés à la fin de ce système-là. Vous voyez? Donc voilà, par rapport à tout ça, je recommande fortement le Bitcoin. Donc voilà, hein, par rapport à l'Argentine, grosse catastrophe. En tout cas, voilà, je recommande à l'Argentine de se tourner vraiment très rapidement vers la crypto et vers le Bitcoin. Maintenant, il y a d'autres pays qui le font.
Et là, on a le tribunal de Singapour qui déclare que l'achat et la vente de Bitcoin sans licence sont tout à fait légaux. Donc, on a le droit de détenir, en tout cas à Singapour, de faire de l'achat, de la vente, même sans licence. Pas besoin de licence officielle, comme en Europe ou des choses comme ça, une réglementation. Là-bas, c'est autorisé. Donc, nickel. Petit à petit, hein, l'adoption va se faire. Donc, tout ça, c'est du très très bon. Sachez que dans le reste des actualités, si on prend le Bitcoin, c'est toujours plus rapide. Et vous savez que le Bitcoin s'appuie sur le Lightning Network. Et quand on compare, on voit que les transactions Lightning sont 1000 fois moins chères que Mastercard et Visa. Après les analyses de Glassnode. Et Glassnode, c'est très réputé. Mais déjà que Lightning est plus rapide que Visa et Mastercard en tant que transaction, et ben le Lightning est aussi en frais de transaction ou en... Voilà. Pour le coup, en tout cas, c'est 1000 fois moins cher qu'une transaction Visa ou Mastercard. Donc, vous voyez? Donc ça, c'est l'alternative. Ça, c'est le futur. Les cryptos, pour les transactions, pour effectuer des transactions quotidiennes, ça coûtera beaucoup moins cher que si vous passez par les réseaux Visa et Mastercard. Passez maintenant par le réseau Bitcoin. Vous voyez? Donc voilà, par rapport à ça... Michael Saylor, hein, j'aurais dû le mettre avant ça, mais voilà, si vous vivez en Argentine en ce moment, vous avez besoin de Bitcoin. Donc voilà le message de Michael Saylor. Ouais, je recommande pas qu'en Argentine, hein, au Liban, en Turquie. D'ailleurs, en Turquie, ils utilisent le Bitcoin déjà. Ils utilisent aussi Kaspa. Donc en fait, ils se tournent vraiment vers la crypto-monnaie. Donc très très bien. Et donc voilà, en ce moment, les Argentins ferait mieux de se tourner et d'oublier le pesos ou le peso argentin et de se tourner vraiment vers le Bitcoin, vraiment l'alternative de ce nouveau monde. Donc voilà en tout cas par rapport à l'actualité. On va voir ce qui nous attend. Donc on est déjà lundi en début de semaine. Bon là il est 1h passée, enfin il est 1h du matin, voire 2h là. Enfin 1h15. Mais on va voir maintenant ce qui nous attend pour la semaine justement du lundi, de la semaine du 24 avril, donc dans cette semaine qui débute. Donc on va faire rapide. Hein. Donc, des données américaines. Donc, comme vous le savez, on a les chiffres jeudi sur le PIB, premier trimestre. Donc, ainsi que la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed. Donc, l'indice PCE de base. Donc là, jeudi, journée très, très importante. Hein. Donc, on va quand même lire la phrase la plus importante. Les investisseurs tentent de déterminer si la Réserve fédérale continuera à relever ses taux pour lutter contre l'inflation. Donc après une hausse de 25 points de base largement anticipée lors de sa réunion en mai, donc la dernière réunion là, beaucoup s'attendent à ce que la Banque centrale réduise ses taux plus tard dans l'année afin de resserrer l'emprise des coûts d'emprunt plus élevés sur l'économie. Donc on va voir maintenant de combien les paris sont ouverts. Est-ce qu'ils vont continuer à augmenter les taux? Est-ce qu'ils vont annoncer une fin des hausses de taux? Nous on attend ces nouvelles. Donc moi, pour le moment, ce qui est attendu, c'est qu'encore une énième hausse de taux de 25 points de base. Et peut-être que ça sera l'avant-dernière ou la dernière. Et après ça, ils vont laisser les taux élevés, mais ils vont arrêter de les augmenter. Donc c'est ce qui se dessine en tout cas. Et donc, bon, ça rend toujours les marchés fébriles. Hein, parce que des taux à 5 ou plus, ça rend toujours les marchés fébriles. À tout moment, il peut y avoir une hécatombe sur le secteur bancaire. Voilà, on peut avoir une crise systémique. Donc, des taux élevés comme ça, les marchés n'aiment pas trop. Ils attendent les investisseurs aimeraient un pivot de la Fed, un retournement, genre une baisse des taux, pas une stagnation des taux, mais une baisse des taux d'intérêt et surtout que la planche à billets revienne à plein régime. Donc c'est ce qu'aimeraient les investisseurs. Et là, on pourrait voir le dollar à nouveau couler. Hein. Parce que le dollar se dévaluerait, hein, parce que si on recommence la pression monétaire, ça va créer plus de dollars en circulation, et donc le dollar va se déprécier, mais par contre, en contrepartie, là, toutes les devises face au dollar, parce que vous savez que toutes les devises sont cotées face au dollar, hein. Il n'y a pas de l'euro contre la monnaie chinoise, ou très peu, mais principalement, en tout cas, depuis les accords de Bretton Woods, les Américains ont décidé, ou les élites, là, ont décidé que le dollar serait la monnaie mondial et que tout serait coté face au dollar. Donc le dollar, c'est le centre du monde, on va dire. C'est le centre, c'est la devise du monde entier, on va dire. Et donc voilà. Et là, vous voyez que jeudi, on a les chiffres, hein, du PIB. Hein, ça, c'est très important. Donc jeudi, ça va être la journée la plus importante de la semaine.
Ensuite, les résultats des grandes capitalisations. Et là, on a des grosses capitalisations. Là, on parle quand même de Microsoft et Alphabet jeudi, là, Tuesday, après la clôture des marchés. Mais on a d'autres entreprises comme Coca-Cola, UPS, McDonald's, Visa. Tout ça, là, c'est des mastodontes. Hein. On a Boeing, on a Meta, Facebook, là, mercredi. Amazon, jeudi, Mastercard. Voilà. Il y a du gros. Vendredi, ExxonMobil, tout ça. Et là, il y a du lourd cette semaine. Hein. Les marchés vont être pas mal volatiles. On a même Snapchat aussi, là. On a jeudi. Donc, les amis, cette semaine, c'est une semaine où ça va secouer un peu sur les marchés. Avec les chiffres PCE, là, que la Fed adore regarder. Plus... voilà, plus surtout jeudi les chiffres du PIB américain, donc l'indice PCE là, donc le coût de l'emploi et tout ça là, l'indice du coût de l'emploi. Donc on va regarder l'emploi jeudi et surtout les chiffres du PIB américain. On attend de voir si le PIB se contracte ou pas là. Intéressant, vraiment intéressant tout ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Les résultats des banques européennes, mais bon, les banques européennes, tout ce qui se passe en Europe, ça passe au second degré. Ça n'impacte pas trop la finance mondiale. Et le PIB de la zone euro aussi en Europe. Et le nouveau gouverneur de la Banque centrale du Japon qui prend voilà, le commandement, on va dire la barre. Donc qui va examiner tout ça. Donc on va voir tout ça. Le Japon, ça reste important. Hein, parce qu'on parle souvent de la Chine et des États-Unis comme qui se font la guerre pour la première puissance mondiale. Mais c'est pas la France ou l'Allemagne qui est la troisième puissance mondiale. Hein. Je ne sais pas à quel pays vous pensiez, mais c'est bien le Japon qui est la troisième puissance mondiale. Hein. Malgré que le Japon est le plus mauvais élève. Hein. Eux, ils gèrent vraiment mal leur économie. Ils sont en hyperinflation depuis au moins 30 ans. Voilà. Ils gèrent très mal et ils gèrent tellement mal les choses qu'ils sont vraiment dépendants des Américains. C'est ces Américains qui renflouent les Japonais à chaque fois, tout ça. Voilà, ils sont vraiment... Et en plus, le Japon, c'est vraiment une catastrophe parce que leur population est très vieillissante. Donc, je ne sais même pas comment ils vont s'en sortir de ça, là. Mais bon, malgré tout ça, le Japon est la troisième puissance économique mondiale. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on surveille quand même ce que va faire le nouveau gouverneur de la Banque du Japon, tout ça, là. Donc, on en a fini avec tout ça. Donc, retenez bien, en début de semaine, là, surtout jeudi, hein, la réserve fédérale, les chiffres du PIB américain, plus l'indice PCE, donc les chiffres d'emploi, l'indice des prix PCE de base, et non, il y a plusieurs, c'est l'indice des prix PCE, donc c'est la mesure de l'inflation privilégiée de la Fed. Donc le chiffre PCE, c'est les chiffres de l'inflation, pardon. Donc ça, c'est très important. Et à côté, pardon, c'est l'indice du coût de l'emploi. Donc des chiffres par rapport à l'emploi. Donc jeudi, c'est la journée la plus importante de la semaine. Mais hormis ça, on a des chiffres, voilà, on a les entreprises voilà, qui sortent. Et comme cette semaine, on a eu des mauvais résultats avec Netflix et Tesla, là, qui ont fait chuter encore, qui ont contribué à faire chuter les marchés, on espère que ça va mieux se passer pour cette semaine avec les GAFAM ou les GAFA qui passent à l'action, là, qui vont dévoiler leurs résultats, là. Microsoft, Alphabet, Google, donc Meta et Amazon. Donc on verra tout ça. On verra ce que ça donne. Donc voilà, hein. Voilà, je fais pas plus long. Les marchés crypto, pour le moment, voilà, on va regarder le prix du Bitcoin, il dit tout. Il est en train de ranger. Sur la semaine, c'est un peu en baisse. Sur la journée, voilà. Ça a baissé. On était à 30 000, on corrige un peu. Voilà. Sinon, on est en phase de remontée, hein. Mais là, ça corrige un peu. On est passé de 30 000 à 27 000. Bon, sur la journée, on a rangé, c'est rien passé. Mais dès demain, ça peut recommencer à bouger. Hein. Donc, on va surveiller tout ça. Le marché crypto, en fait, attend simplement de voir ce qui va se passer sur la macroéconomie, hein, sur l'économie américaine, les chiffres américains, les résultats d'entreprise. Malheureusement, même si le Bitcoin, c'est l'anti-dollar, c'est l'anti-système, malheureusement, ceux qui détiennent les actifs, la crypto du Bitcoin, ce sont des investisseurs qui réagissent par rapport à la macroéconomie et tout ce qui se passe autour. Et pour le moment, voilà, ils sont plutôt mitigés. Pour le moment, personne n'a envie de mettre le paquet sur les cryptos parce que le système financier, là, l'économie américaine est au bord de la faillite. Hein. L'économie américaine est en train de rentrer en récession. Donc, une économie par terre, ça veut dire, voilà, toute une ambiance morose sur l'économie, que tout est à plat.
Il y a plus de l'économie américaine ne fait plus de croissance, le chômage a explosé. Donc c'est ça une récession. Et là, les Américains sont en train d'y aller. Maintenant, on veut voir c'est à quel degré ils vont s'enfoncer dans la récession ou pas. Donc on verra bien tout ça. Et donc voilà hein, où en est le Bitcoin. Pour le moment, le sentiment est plutôt vert pour l'instant. On est au-dessus du neutre. On a plutôt quand même encore un bon sentiment sur le Bitcoin. Donc la confiance est là. Maintenant, la prudence aussi est là. Vous voyez? Et donc, on a ça. Je vais vous le partager. Et pareil pour Ethereum. Hein. Ethereum, un peu moins de confiance. Bon, les altcoins là, voilà. Les gens ont plus confiance pour l'instant sur le Bitcoin. Mais les altcoins sont pas loin. Et l'Ethereum, on est sur neutre. Hein. On est indécis sur les altcoins. On ne sait pas trop sur quel pied danser. On est dans l'attente. On est en train de voir, on est en train d'attendre les chiffres, on est en train d'attendre ce qui va se passer sur le monde extérieur. Là. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo par ça. Quand même, pour vous rappeler la puissance. Voilà, un Bitcoin est un choix facile pour moi. Si on prend l'ensemble des actifs, vous savez, pour devenir riche ou pour avoir toujours plus de capital, il faut que vous achetez des actifs et que vous arrêtez d'acheter des passifs. Donc les passifs, des choses qui nous font perdre de l'argent sur le temps. Acheter l'achat d'une maison, une voiture et tout ça, ça c'est des passifs. C'est des choses qui vont vous faire perdre de l'argent. Mais bon, le système nous a mis sur ce chemin-là, nous a appris à acheter ces choses-là. Vous voyez? Il y a des publicités, tous les jours, vous avez des publicités à la télé qui vous poussent à consommer, qui vous poussent à acheter des choses qui vont perdre de la valeur ou qui vont vous faire perdre de l'argent. Et à côté de ça, les gens les plus intelligents qui se sont éduqués, qui ont lu des livres et des choses comme ça, ont compris qu'il faut acheter des choses qui rapportent de l'argent. Et là, voici 4 genres d'actifs qui rapportent de l'argent. Les actions, donc stock, c'est les actions boursiers. Vous avez real estate, l'immobilier, valeur sûre aussi. Le métal, l'or, donc comme vous connaissez, et aussi le Bitcoin, qui est un nouvel actif. C'est comme le nouvel or, mais numérique. Et comme on bascule dans une ère numérique, petit à petit, l'or ne servira plus à rien et le Bitcoin servira comme réserve de valeur dans le monde numérique. Et donc là, si on compare tout ça, regardez, hein, pour les actions, il y en a à l'infini. Et ça, voilà, c'est pas ce qu'on veut. L'immobilier, relativement rare. L'or, aussi relativement rare, on peut dire. Le Bitcoin, absolument rare. Donc, il n'y a pas plus rare que le Bitcoin. Pourquoi? Parce que l'inventeur du Bitcoin, nommé Satoshi Nakamoto, qui est une personne anonyme qu'on ne connaît pas, il ne voulait pas se faire tuer, hein, a écrit dans le code du Bitcoin, a fait qu'il n'y aurait que 21 millions de Bitcoin, à jamais. Donc vous pouvez miner jusqu'à 21 millions grand max. Dans le code, le programme informatique du Bitcoin, on ne pourra pas miner plus que 21 millions. C'est le grand, voilà, c'est ce qu'on ne pourra pas faire plus. Et donc le Bitcoin est extrêmement rare. Et en plus, le Bitcoin va être de plus en plus adopté. Et donc tout le monde va, dans un monde futur, tout le monde va faire des transactions en Bitcoin ou un minimum. Hein. Ce ne sera pas le Bitcoin, peut-être la monnaie de paiement du monde, mais le Bitcoin va servir comme réserve de valeur et comme moyen de transaction à petite échelle, au moins, au minimum. Donc, et en plus de ça, voilà, ça va être bien plus utilisé que l'or. Vous voyez? Et donc voilà, extrêmement rare pour le Bitcoin. Tout le reste, c'est centralisé. Donc les stocks, les actions en bourse sont centralisées. C'est des entités qui sont derrière les actions. Pareil pour l'immobilier, il y a des gens derrière. Donc comme on dit les gens, vous savez, les gens, on ne peut pas leur faire confiance. Les gens, il y a des bonnes personnes, des mauvaises personnes. C'est pour ça qu'on préfère un monde totalement décentralisé, de partage. Vous voyez? Pour l'or, bof, on va dire, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, pour le Bitcoin, c'est totalement décentralisé. Vous voyez? Le Bitcoin n'appartient à personne, il n'y a personne derrière. Voilà. Il y a des développeurs hein, qui continuent à mettre à jour le réseau, tout ça, qui travaillent dans les 4 coins du monde. Mais voilà, le Bitcoin, ça reste incontrôlable et immuable. Il n'y a personne qui contrôle le Bitcoin. Donc aussi, bon, les actions en bourse, c'est bien, c'est liquide. Donc, l'immobilier, pas liquide. L'or, relativement liquide. Bon, on va dire bof. Par contre, le Bitcoin, c'est liquide. Comme les actions en bourse. Vous voyez? Donc là, quand je fais les 3 points déjà, totalement, tous les points sont remplis par le Bitcoin. Les autres, voilà, bof, pas trop. Et aussi, l'utilité.
Donc, les actions en bourse, pas tellement d'utilité. En tout cas, à ce jour. L'immobilier, par contre, on a besoin. C'est très utile. L'or, très utile. Et Bitcoin, bien sûr, très, très utile. Qui va servir de moyen de transaction et comme réserve de valeur. Les actions, bon, je comprends pas pourquoi ils disent pas utile. Bon, on peut détenir des actions, c'est important. Mais bon, en tout cas, voilà. Mais quand on compare les 4 actifs, il n'y a pas photo. Déjà, le Bitcoin surperforme largement tous ces autres classes d'actifs. Mais en plus, il est bien. Il remplit plus de. Il a plus de points forts. Comme je vous le montre ici. Il est plus rare que tous les autres. Il est plus décentralisé. Donc moins contrôlé que les autres. Il est plus liquide. Et largement plus liquide même que les actions. Tout ça là. Enfin, les actions aussi, voilà, on peut en vendre à tout moment. Mais voilà, le Bitcoin, ça va encore plus vite. C'est encore plus liquide. Et voilà, il est d'une grande utilité. Et il peut même sauver, ça peut même sauver des vies. Ça peut sauver le peuple argentin, tout ça. Donc voilà, en tout cas, voilà pourquoi moi, je mets tout sur la crypto. Et je vise le secteur, en tout cas, côté Bitcoin. Je délaisse tous les autres actifs. Immobilier, peut-être que j'en ferai. L'or, j'en posséderai pas. L'immobilier, ouais, la bourse, c'est ancien. La bourse, c'est le Web 2. En fait, tout va vraiment passer sur le Bitcoin et les altcoins. C'est-à-dire, on va investir plutôt sur les entreprises du Web 3 maintenant. Donc, les actions en bourse, maintenant, pour moi, c'est déjà périmé. Et ça va se périmer sur le temps. Pas qu'il n'y aura plus de croissance. Hein. Ça continue à prendre de la croissance modeste. Voilà. Mais moi, je préfère être là où il n'y a personne. Parce qu'il faut être là avant que la liquidité arrive. Vous voyez, et rester jusqu'à qu'il y ait tout le monde. C'est comme ça qu'on devient millionnaire ou qu'on a beaucoup de capital. Donc voilà les amis. Hein. Je fais pas plus long. On est à... tac, 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 je regarde. 31 minutes. Donc une demi-heure de live. Donc je vous laisse sur ça. Donc merci à tous en tout cas. Pour ceux qui verront la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Et on se retrouve. Hein. Là, j'ai une semaine où je vais pouvoir... voilà, j'ai du temps. Donc, je vais pouvoir faire pas mal de vidéos. Donc, on se retrouve en tout cas. Donc, voilà. Hein. Restez à l'affût. Hein. Restez à l'affût. Voilà, il va se passer pas mal de choses. Surveillez tout ça. Il y a des opportunités dans chaque chose. Ok? Donc, force à nous. Hein. Spartiate. Force à tous hein, pour la semaine qui commence. Et on se retrouve dans la semaine en tout cas. Allez, à plus.